Pogo 1608 et Poutine. Le sac des Super Boules est en vente maintenant dans tous les IGA des Sources et dans tous les IGA conviviaux. Passez maintenant à l'action. Ramassez votre sac des Super Boules maintenant. Go, go, go! Et d'autres points de vente sur monsieurmaboule.com. 1100074201. 82 68 99 49 84. 55 80 96 36 01. La Régie du bâtiment du Québec, c'est beaucoup plus que des numéros de licence d'entrepreneur. C'est avant tout un organisme qui veille à la protection du public en contribuant à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Assurez-vous que votre entrepreneur a sa licence. Choix 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Hitler n'était pas mort en 1945. Et si Hitler avait pu fuir vers l'Amérique du Sud? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour la première fois, la publication de documents top secrets du FBI remet sérieusement en question le suicide du Führer. Découvrez comment une équipe d'experts traque la vérité sur le terrain 70 ans après et plongez au cœur d'une incroyable contre-enquête de l'histoire officielle. OK, moi ça. Hunting Hitler, à partir du jeudi 28 janvier à 20h45 sur Planète Plus. Oh, que je vais adorer l'épisode de ce soir. Ça vient rejoindre aussi l'auditoire du Spacecast, mon cher Christian, parce que le jeudi, on accorde ce moment-là à l'actualité militaire. On a également une chronique sur la guerre et différents aspects des forces armées. Et on parle souvent de l'histoire militaire. Donc, c'est un des plus grands complots de l'histoire et de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler qui ne serait pas mort, qui se serait sauvé en réalité. Écoute, ce soir, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour deux raisons. D'abord, comme journaliste, j'aime bien parfois voir de quelle manière on déforme l'information pour finalement tromper les gens. Oui. Et donc, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, comme historien amateur, j'ai pas la prétention de dire que je suis historien, même si dans mon cursus universitaire, j'avais des cours d'histoire. J'ai également peaufiné mes connaissances, notamment lorsque j'ai fait des séries comme À la recherche des reliques saintes, tout ça. Donc j'ai rencontré des historiens, des archéologues, donc on peaufine notre connaissance, mais je reste quand même un historien amateur, mais je suis un grand amoureux de l'histoire aussi. Et dans le cas présent, donc, est-ce que Hitler aurait survécu à son soi-disant suicide au bunker? Ça me rejoint pour deux raisons. Parce que il y a, dans un premier temps, une très mauvaise information qui a été véhiculée. Et dans un deuxième temps, parce qu'on déforme des faits historiques. Donc, je pense que ce soir, nous allons tenter de remettre les pendules à l'heure sur cette histoire de est-ce que oui ou non Hitler s'est suicidé au bunker. Ce que l'on vient d'entendre, c'était la bande-annonce de la série Hunting Hitler, les dossiers déclassifiés. Dans le cas de la publicité, c'était la publicité pour la présentation de la série à Canal, à Planète Plus, un truc comme ça. Alors qu'ici, au Québec, la série a été diffusée aussi sur Historia. Oui. Donc, la plupart des gens qui ont suivi cette série-là l'ont très certainement suivi sur Historia, série qui a été diffusée de 2015 à 2018. Donc, on a fait 3 saisons. Là, je parle de diffusion originale, parce que généralement, dans les réseaux de télévision, lorsqu'il y a achat d'une série télé, généralement, le réseau se réserve un droit de représenter la série en rediffusion pendant 5 ans. Donc, la diffusion originale de
cette Hunting Hitler, les dossiers déclassifiés, originalement 2015 à 2018, 3 saisons. Et la série s'était terminée en 2018 à la 3e saison avec le dernier épisode, un spécial de 2 heures qui résumait un peu l'ensemble des faits que ces gens-là avaient découverts. Pour replacer les gens un peu dans le contexte, qui n'ont pas regardé l'émission, parce qu'on va en faire une très solide critique ce soir, la série suivait un groupe de gens qui appartenaient à différentes disciplines. Certains étaient d'anciens agents du renseignement, d'autres des passionnés d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils basaient en fait leur quête sur, et on l'entend dans la bande-annonce, sur la publication d'une série de documents. On nous dit dans la publicité récemment déclassifiés. Bon, faudrait s'entendre qu'est-ce qu'on entend par récemment, hein? Parce que récemment, là, est-ce que une série qui a été faite en 2015, qui se base sur des documents qui sont accessibles depuis 1971, me pose la question, il y a comme récemment et récemment. Bon, c'est vrai que ces documents-là avaient été rendus publics en 2014. En fait, pas rendus publics. Ces documents-là ont été publiés. Si on effaçons. Si tu t'intéresses à l'information de ce type-là, il faut savoir que sur le site du FBI, si tu cliques avec ton moteur de recherche FBI, tu vas te ramasser sur le site du FBI et il y a un onglet qui s'appelle la Reading Room. La Reading Room, ce sont des documents qui sont déclassifiés, entre guillemets, et qui ont été numérisés pour qu'ils puissent être accessibles au public. Ce que l'on te dit pas dans la publicité, c'est quand on nous dit des documents récemment publiés. Non. Récemment mis en ligne. Tu comprends? C'est pas pareil. Là. Okay. Donc les documents en question, en fait, c'est plus de 700 pages de documents qui ont été mises sur le site de la Reading Room. Ces documents-là ont été mis là en 2014. Donc oui, dans un sens, c'était des documents qui étaient nouvellement accessibles, mais nouvellement accessibles via le web. Parce que si toi, tu te rendais aux Archives nationales à Washington, D.C., puis tu commençais à regarder sur des bobines microfilmées, ces documents-là, il faut savoir qu'ils sont disponibles depuis 1971. Donc, il y a une petite nuance ici où on nous a peut-être on s'est peut-être amusé à nous tromper d'une certaine façon. Ouais, c'était factuellement un petit peu truqué comme c'est ça. Donc, tu sais, si on nous avait dit documents récemment mis en ligne sur le site du FBI, c'est vrai. Rendu public récemment, là, si 50 ans pour toi c'est récent, allons-y. C'est sûr qu'à l'échelle de l'humanité, 50 ans c'est court. Mais dans l'échelle d'une vie, c'est quand même la moitié d'une vie. C'est ça. Bon, ouais. Que soyons conséquents avec ce que l'on prétend. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Résumons les faits. Hein. On nous raconte la version officielle de l'histoire. Nous sommes dans l'après-midi du 30 avril 1945. On est dans le bunker. En fait, Adolf Hitler s'est réfugié sous le bunker qui se trouve, pas sous le bunker, s'est réfugié dans le bunker qui se trouve sous la chancellerie à Berlin. On parle ici d'une construction importante qui se trouve à peu près à 7 mètres sous la chancellerie. Ça compte une trentaine de pièces, mais ce sont des pièces qui sont relativement petites, là, même très petites, là, mais c'est quand même une construction importante et c'est en fait un gros caisson de béton qui permet qui est conçu pour résister au bombardement extérieur. Donc Hitler est descendu dans le bunker, il ne fait que des sorties très rarissimes, là, à partir de la mi-janvier à peu près, il ne fait que quelques sorties hors du bunker parce qu'il faut savoir que Berlin à ce moment-là est bombardé par les forces alliés. Donc, il est là depuis quelques semaines, il est entouré de ses proches et son état-major lui rend visite régulièrement pour lui apporter somme toute des mauvaises nouvelles parce que c'est réellement la débandade du Troisième Reich. Et Hitler, pour ceux qui connaissent un peu cette période qu'on a appelée la chute, Hitler est physiquement diminué. Hein, il souffre de la maladie de Parkinson. Il y a la main gauche, par exemple, qui ne cesse de trembler. Mais il est également aussi diminué intellectuellement. Là. C'est un homme brisé et il prend des décisions. Il y a un discours qui est tout à fait erratique. Même si ses proches lui disent, on a perdu telle ou telle armée. Hitler imagine encore qu'il pourrait vaincre. Hein, puis il dit, la 12e armée va venir puis elle va nous sauver. Donc il vit là, il a comme perdu un peu le contact avec la réalité de la guerre qui s'achève et il vit dans une espèce de monde fantastique,
fantasmer, en fait, où il croit qu'il y a une possibilité d'un renversement de la situation. Est-ce qu'on a confirmé qu'il avait frôlé la folie ou Oui, c'est ça. Donc, on est à peu près là. Et même les gens le voient, ses proches le voient. Et on va un peu falsifier la vérité. Hein. Quand les gens vont le voir, on sait qu'ils n'acceptent pas les mauvaises nouvelles et on ne veut pas se retrouver au bout d'une corde. Donc, certains vont le voir et quand Hitler leur demande comment progressent nos troupes sur le front, on lui ment un peu. On a eu une bonne avancée, Führer, puis alors ça le calme un peu, mais dans la réalité, à l'extérieur du bunker, l'Allemagne est en train de s'écrouler. Donc il perd un peu le contact avec la réalité. Autour de lui, au-delà de ces généraux qui lui rendent visite au quotidien pour l'entretenir de la situation à l'extérieur, il y a quelques proches qui vivent en permanence autour de lui. Je pense par exemple à son bras droit, Martin Bormann, qui est là, Goebbels, le ministre de la propagande, qui est pratiquement toujours au bunker. Et avec lui, il y a Eva Braun, sa maîtresse, qu'il va d'ailleurs épouser le 29 avril, donc la veille de ce que l'histoire va se rappeler comme le suicide d'Hitler. Donc, il va l'épouser le 29 avril à 1h du matin. Il va y avoir une cérémonie. Donc, il épouse Eva Braun. Lui, à ce moment-là, il est âgé de 56 ans. Il vient d'ailleurs de fêter son 56e anniversaire le 20 avril. Donc, il épouse Eva Braun le 29 avril. Elle a 33 ans, donc elle a minimalement, elle a 23 ans de différence avec le Führer. Donc, il l'épouse et elle devient Madame Hitler. Hein. Et le lendemain, donc, selon la version de l'histoire, le 30 avril, en après-midi, Hitler va se retirer avec Eva Braun dans leur quartier privé. Et puis, chacun va avoir en leur possession une capsule de cyanure. Donc, Eva Braun va mordre dans sa capsule de cyanure. Elle va mourir empoisonnée. C'est un poison qui est excessivement rapide. Et Hitler, pour être bien certain de ne pas se manquer, ici on est toujours dans la version de l'histoire officielle, au même moment où il mord dans sa capsule, il se tire une balle dans la tête en même temps. Hey. Donc, c'est tragique. Hein? Puis pourquoi ça marier dans ce cas-là? Non, mais pour vrai, je pose la question. Pas convaincu que ce soit très tragique. Hein? Non, mais moi, je pense beaucoup à Mme Braun là-dedans. Eva Braun, qui était déconnectée de la réalité complètement. Elle aussi, là. Elle avait une espèce de fascination pour Adolf Hitler. Hein. Elle lui écrivait des lettres d'amour en l'appelant mon Führer. Et c'est ça. Donc son rêve, c'était de devenir Madame Hitler. Okay. Et je pense que c'est essentiellement pour la remercier d'avoir été à ses côtés dans ces derniers moments difficiles que Hitler a décidé de l'épouser. Parce que Hitler, dans son discours autour de lui, c'était pas un homme qui se dédiait au mariage. Hein. Pour lui, il était marié avec le parti, il était marié avec l'idéologie. Oui, c'est ça, son idéologie. Donc, il ne pouvait pas se consacrer. Hein. Il se voyait pas comme un époux ou comme un père de famille. Hein. Pour lui, sa patrie, c'était l'Allemagne, puis c'était ça. Donc, mais comme Eva Braun, qui au départ, faut le dire, Hitler avait refusé qu'elle l'accompagne dans le bunker, mais finalement, à force d'insister, il l'a accepté, et probablement parce qu'elle a partagé ses derniers jours avec lui, parce que elle était amoureuse de lui, il savait que son rêve était de l'épouser. Hein. Elle avait même, dans le passé, à un moment donné où Hitler lui avait fait comprendre qu'il était marié avec l'idéologie du parti nazi, elle avait essayé de se suicider. Donc, on voit donc Hitler on voit souvent ça en des couples qui sont comme en dépendance émotive. Tu sais, si tu t'en vas, je vais me suicider. Là, bon, on est un peu dans cette dynamique-là. Donc, Hitler va épouser Eva Braun, visiblement pour la remercier d'avoir partagé ses derniers moments. Et puis bon, il se suicide. Après leur décès, donc lorsque les gens qui sont là entendent le coup de feu, tout ça, on laisse quelques minutes parce que bon, Hitler a partagé avec les siens autour de lui, à ses proches, qu'il se retirait avec Eva Braun pour mettre fin à ses jours. Hein. Il a rempli un testament, il a donné ses règles. Hein. Il a dit, bon, une fois qu'on sera mort, je veux que vous preniez nos corps, vous les ameniez à l'extérieur, que vous les brûliez. Puis la raison pour laquelle il veut absolument que son corps et celui d'Eva Braun soient détruits, il faut se rappeler que
Mussolini, le dirigeant fasciste de l'Italie, est tombé sous la main de la Vindicte populaire. Lui et sa maîtresse ont été assassinés et ils ont été pendus et livrés un peu à la Vindicte populaire. Et Hitler ne veut pas que son corps et celui d'Eva Braun soient traités de la même façon. Ça devient une pancarte, là. Voici le Führer est mort, puis... Ouais, c'est ça. Avec une pancarte, les gens vont profaner, faire ce qu'ils veulent avec le corps. Profaner sa dépouille et tout ça. Donc Hitler veut pas ça. C'est arrivé à Mussolini et il a vu ces images-là, c'est terrible, mais il veut pas vivre le même sort. Donc il a donné ses instructions. Après son décès, il veut que son corps, celui d'Eva Braun, soit amené à l'extérieur du bunker et soit brûlé. Donc, cette journée, donc cet après-midi du 30 avril, après avoir entendu la détonation dans les appartements d'Hitler, on attend quelques minutes. Et ensuite, les gens, sa garde rapprochée entre dans la pièce et ils vont trouver dans cette petite pièce Hitler et Eva Braun étendus sur un petit divan. Et bon, lui, une balle dans la tête et elle morte à ses côtés, empoisonnée. Donc les corps sont enveloppés dans des couvertures, amenés à l'extérieur du bunker. Et il faut savoir que la sortie du bunker donne dans les jardins de la chancellerie. Et à ce moment-là, l'endroit est littéralement pilonné par les tirs d'artillerie des forces russes et des bombardements alliés. Et on va rapidement mettre le corps d'Adolf Hitler dans un trou d'obus qui se trouve dans le jardin de la chancellerie. On les arrose sommairement d'essence et on met le feu et on se précipite. On n'attend même pas de voir si les corps sont détruits. On met le feu puis on retourne à l'intérieur du bunker rapidement. On laisse les corps brûler là et le soir même, l'annonce de la mort d'Hitler est diffusée à la radio allemande. Et on dit aux gens de continuer de se battre pour la patrie. On invite les gens à continuer de se battre pour la patrie. C'est un peu triste parce qu'il faut savoir que quand les troupes de l'Armée rouge entrent à Berlin, les seules forces de résistance qu'ils rencontrent, ce sont des groupes d'enfants, 12, 13 ans, les jeunesses hitlériennes, qu'on a réussi à brainwasher au point de se sacrifier pour empêcher l'Armée rouge d'entrer dans Berlin. Ou bien encore des vieillards. Donc l'armée allemande se limite à une poignée de vieillards, une poignée d'enfants qui tentent d'empêcher les troupes russes de pénétrer dans Berlin. Donc, et à l'intérieur, bien évidemment, une fois le Führer décédé, les rats quittent le navire. Je sais pas. Donc le lendemain, 1er mai, il y a Joseph Goebbels va se suicider avec son épouse après avoir empoisonné leurs 6 enfants. Et les autres qui se trouvent autour d'Hitler, je pense notamment Martin Bormann, évidemment, on va prendre la poudre d'escampette et puis on essaie de se fondre dans les populations en espérant qu'on ne sera pas reconnu. Mais bon, on le sait, les grands dirigeants du Reich, Göring et les autres, Himmler et compagnie, seront, dans le cas par exemple de Himmler ou dans le cas de Göring, ils vont tous les deux se suicider. Göring pour échapper à la pendaison, parce qu'il a été condamné durant le procès de Nuremberg à être pendu, donc pour éviter la pendaison. Göring, qu'il faut le dire, était perçu comme le dauphin d'Hitler, mais dans les derniers jours, alors qu'Hitler était au bunker, Göring, il n'y a pas eu un putsch, mais il a essayé de forcer un peu la main à Hitler pour que Hitler lui cède le pouvoir. Et Hitler considérait ça presque comme un acte de haute trahison. Et là, il avait envoyé un ordre pour qu'on arrête Göring. Et là, finalement, il a dit à Göring, compte tenu que vous avez de grands états de service, et que si vous acceptez de démissionner, vous pourrez vous sacrer votre camp, puis je vous ferai pas arrêter. Donc Göring donne sa démission, puis il sacre son camp, mais il va être éventuellement arrêté, jugé durant le procès de Nuremberg, condamné à la pendaison, mais avant que l'exécution soit portée, Göring va se suicider. Et c'est un peu la même chose avec l'organisateur de la solution finale, l'épouvantable Himmler, qui va tenter de se fondre avec d'autres soldats ordinaires, entre guillemets. Il va se mettre un bandeau, comme un œil de pirate, pour essayer de dissimuler un peu son visage. Il va raser sa moustache. Il avait une petite moustache, un peu comme celle d'Hitler. Mais malheureusement, il va être arrêté par des troupes américaines. Et au moment où on l'interroge dans une espèce de
cabinet médical, on vérifie les gens qu'on arrête, leur état de santé, on reconnaît Himmler, et quand il se sent reconnu, il va croquer à son tour dans une capsule empoisonnée, puis il va mourir là. Donc, c'est un peu des fins, oui, tragiques, mais pour des personnages tout à fait monstrueux qui ont marqué l'histoire. C'est une fin tragique pour des lâches, en réalité. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Puis, je pense que de toute façon, ces gens-là, comme le procès de Göring l'avait bien démontré, c'est sûr que ces gens-là n'auraient pas échappé à une exécution. C'est d'autant plus des gens comme Himmler, qui est celui qui a été l'artisan de la solution finale. On lui doit les camps de concentration, la SS et tout le reste. Donc, c'est un personnage qui était tout à fait infamant. Donc, merci, bonsoir. Donc, l'histoire nous dit, voilà, les corps ont été portés à l'extérieur. Et puis, ensuite, c'est là que les choses deviennent embrouillées et qui vont permettre à ce mythe de la survie d'Hitler d'apparaître. Donc, au lendemain de la mort de Hitler, sa garde rapprochée vont fuir. Et le 2 mai 1945, les troupes russes, soviétiques, de l'armée rouge vont entrer à Berlin et vont s'emparer du bunker, vont pénétrer à l'intérieur. Il faut dire que juste avant de quitter les lieux, les derniers locataires du bunker ont incendié l'intérieur pour faire disparaître toute trace. Ils ont incendié les documents, les papiers. Certains d'entre eux vont survivre, mais on essayait de brûler toutes les traces possibles. Donc, quand les troupes russes arrivent sur place, la version officielle, c'est qu'ils entrent dans le bunker, on ne sait pas trop ce qu'ils font, et puis 2 jours après, les Allemands, pas les Allemands, mais l'armée rouge, d'ailleurs, quand ils vont entrer dans le bunker, l'armée rouge vont tourner des films qui vont servir de films de propagande. Et parmi ces films-là, on voit à un moment donné dans des gravats un homme qui ressemble à Adolf Hitler, qu'on va nous présenter comme le corps d'Hitler, mais on va vite découvrir que c'était en fait un des sosies d'Hitler. Hitler avait quelques sosies, et il y en avait un qui s'appelait Gustav Willer, et c'est le corps de... Si vous voyez une photo d'un homme étendu dans des gravats qui ressemble à Adolf Hitler, ce n'est pas Adolf Hitler, c'est ce Gustav Willer qui était un sosie d'Hitler, mais ces films-là seront utilisés notamment par l'armée rouge pour faire une espèce de propagande. Il y avait des sosies pour tromper les gens, quoi? Oui, absolument. Ah, ok, j'étais pas au courant. Ouais, et après ça, donc, 2 ou 3 jours après que l'armée rouge ait confiné le bunker, tout ça, le pouvoir de l'administration locale, si je puis dire, des troupes soviétiques, va être confié au colonel Georgi Zhukov. Et Georgi Zhukov va faire une espèce de conférence de presse en disant, voilà, on est arrivé dans Berlin, on a trouvé le bunker, on est entré dans le bunker, il n'y a plus rien, l'intérieur du bunker avait été incendié, les documents ont disparu, et bien sûr, il dit, quant à Adolf Hitler, parce que c'est ce qu'on veut savoir, puisque l'annonce de la mort d'Hitler a été prononcée à la radio, on se doute bien qu'il s'est suicidé au bunker, et déjà, d'ailleurs, des gens qui étaient dans sa garde rapprochée, qui ont été arrêtés, ont dit qu'ils avaient assisté au suicide d'Hitler dans le bunker. Donc, les journalistes veulent savoir, est-ce qu'on a trouvé le corps d'Hitler? Et Georgi Zhukov dit, non, on n'a pas trouvé les corps ni d'Ava Braun, ni de Adolf Hitler. Donc, voilà, dans un premier temps, le mythe qui commence à se mettre en place. On se dit, tiens, c'est curieux, on peut trouver le corps d'Adolf Hitler. Donc, on laisse les troupes russes. Pendant ce temps-là, les Américains arrivent de l'autre côté, envahissent la partie ouest de Berlin. D'ailleurs, plus tardivement, en 1900, il va y avoir une séparation de Berlin, et on le sait, au début des années 60, les Soviétiques vont construire un mur séparant Berlin-Est de Berlin-Ouest. Donc le Berlin-Ouest était occupé par les troupes américaines à l'époque, et Berlin-Est par les Allemands, où se trouvait justement la chancellerie. Et puis au moment où il y a ce partage-là, donc on avance un peu dans le temps, on est quelques semaines après que l'armée allemande ait capitulé, il va y avoir ce qu'on va appeler les rencontres ou la conférence de Potsdam qui se tient en Allemagne, qui est un peu, je dirais, grosso modo au sud-ouest de Berlin. Donc ces réunions-là vont se tenir du 17 juillet au 2 août 1945 et ça réunit évidemment les grands chefs des forces alliées,
Donc pour les Soviétiques, c'est Joseph Staline, pour les Anglais, c'est Winston Churchill, et les Américains, c'est Harry Truman qui vient juste de remplacer Roosevelt. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était principalement Roosevelt qui était là, mais avec son décès, il est remplacé par Truman. Et là, au moment où ces réunions-là se font, le deuxième élément du mythe va se mettre en place. Truman va questionner Staline. On est quand même là 4 mois après la capitulation de l'Allemagne nazie. Et Truman demande à Staline, puisque ce sont les troupes russes, le KGB, tout ça, qui ont pris le pouvoir, qui ont saisi le bunker, Truman demande à Staline, est-ce que vous avez trouvé Hitler finalement? Et Staline répond de manière laconique, pas vraiment. Tu sais, pas vraiment. Mais c'est quoi ça, pas vraiment? Tu sais, ça dit pas grand-chose, mais c'est assez laconique pour que il n'y a pas de possibilité. Tu sais, ça reste ambigu. On peut pas trancher, oui, non. Là, Staline semble pas trop au courant. Et en fait, on va apprendre plus tard que Staline, qui déjà commençait à prendre ses distances par rapport aux forces américaines et aux forces britanniques, voulait utiliser l'idée de la mort d'Hitler, la survie d'Hitler et de son évasion, en disant aux Soviétiques, regardez la méchante Ouest. Hitler s'est sauvé, il s'est sauvé probablement aux États-Unis, puis il est protégé par l'Ouest. Tu comprends? Donc, ça nous permettait de diaboliser les forces de l'Ouest. Faut faire augmenter les tensions. C'est ça, donc, d'augmenter les tensions et de diaboliser l'Ouest en laissant croire au peuple soviétique qu'Hitler avait survécu puis qu'il était peut-être il était passé du côté de l'Ouest et il était protégé par les gouvernements de l'Ouest. Mais bon, le mythe se mettait en place. Donc, à partir de là, on le sait pas trop. C'est Hitler, est-tu mort, est-tu pas mort? Mais déjà, on veut avoir des réponses. Et comme on voit bien que les Soviétiques sont pas disposés à donner des réponses, en 1945, les Britanniques vont demander une enquête sur la mort d'Hitler. Ils vont charger un historien excessivement compétent qui s'appelle Hugh Trevor Roper. Ils vont lui demander de faire son enquête comme historien, de déterminer si oui ou non Hitler est décédé. Et Roper va remettre son rapport. Après quelques mois, il va remettre un rapport au MI5, qui est le service de renseignement, le bureau du renseignement. Et dans son rapport, il est catégorique, Hitler est bel et bien mort au bunker. Ne fait pas de doute. Et Trevor Roper fait reposer son rapport sur des dizaines et des dizaines d'entrevues qu'il a eues avec des gens qui ont été au bunker dans les derniers moments d'Hitler, qui ont été arrêtés là, au moment où ils ont tenté de fuir l'Allemagne, et dans les interrogatoires de ces soldats, de ces gens qui ont été des proches d'Hitler, il arrive à la conclusion que tous ces récits vont dans le même sens. Hitler et Eva Braun se sont bel et bien suicidés au bunker. Même si on n'a pas les corps des sacrifiés, on se dit, c'est sûr qu'il est mort au bunker. Et d'ailleurs, ultérieurement, le rapport de Trevor Roper sera publié dans un livre qui s'intitule « Les derniers jours d'Hitler », dans lesquels il raconte toutes ces entrevues qu'il a fait avec ces nazis un peu déchus et ce qu'ils ont raconté. Et ce rapport-là, il faut quand même le dire, il nous manque quand même le corps. Et le rapport de Trevor Roper ne convainc pas tout le monde. Les gens se disent, ouais, c'est beau, mais est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir de connivence? Les Allemands se sont mis ensemble, se sont liés pour essayer de nous faire croire qu'Hitler était mort pour mieux le protéger, puis qu'il aurait pu fuir, etc. Donc, on commence à imaginer des scénarios, et comme ces scénarios-là sont pas entièrement farfelus, aux États-Unis, il y a le directeur du FBI, qui est Edgar Hoover, qui va lancer un appel à tous ces hommes sur le terrain en disant, écoutez, on n'est pas sûr si Hitler est mort, mais gardez à l'esprit qu'il aurait peut-être survécu, puis il aurait peut-être fui. Donc, si vous entendez des rumeurs ou des histoires à propos d'Adolf Hitler, informez-nous rapidement de ces rumeurs-là. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'un document du FBI, avec l'entête du FBI, nous dit Hitler est toujours vivant, que ça veut dire que le FBI croyait qu'Hitler était toujours vivant. Il faut vraiment lire le document, et très souvent, ces documents-là ne sont que des rapports de rumeurs. Donc pas de véritables enquêtes. Donc c'est un agent du FBI en faction quelque part qui écrit un rapport en disant
La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'il connaissait quelqu'un qui peut-être aurait vu Adolf Hitler. Ça commence à faire plusieurs degrés, là. Oui, c'est ça. Donc, dans des séries comme À la chasse d'Hitler, là, Hunting Hitler, on focalise beaucoup pour dire, ouais, c'est des documents du FBI, puis il n'y a pas uniquement là, hein, je le vois aussi dans des documents qui nous parlent, par exemple, des ovnis. On dit, dans un document du FBI, on nous dit qu'on aurait récupéré une soucoupe volante. Je te donne cet exemple-là. Mais quand tu lis le document, c'est pas ça qu'il dit. Le document, c'est un agent du FBI qui crée à ses supérieurs en disant, j'ai assisté à une conférence hier et le conférencier disait qu'on avait récupéré une soucoupe volante. Fait que si tu isoles la phrase, c'est on a récupéré une soucoupe volante, mais si tu la remets dans le contexte, c'est rien que le rapport d'une rumeur qui circule, tu sais. Donc ça perd toute sa crédibilité. Donc dans le cas des documents qui concernent Hitler, c'est très souvent ça dont il est question. Donc des gens qui vont appeler le FBI, il y a même une dame par exemple qui va appeler le FBI pour dire au FBI, écoutez, si elle dirige une maison pour indigents, là, et elle écrit ou elle appelle le FBI pour dire, je pense qu'un de mes sans-abri pourrait avoir été Adolf Hitler. Il est venu ici, il a passé quelques jours, je l'ai nourri, puis là, il est reparti. C'est un sans-abri. Mais elle dit, après ça, je me suis dit, il me semble qu'il ressemblait à Adolf Hitler. Est-ce que je risque de me faire poursuivre par la justice américaine si j'ai donné le couvert et un gîte à Adolf Hitler pendant 3 jours? Mais ça fait l'objet d'un rapport. Tu comprends? C'est pas sérieux, tu sais. Bon, rencontrer Adolf Hitler dans un McDonald's sur une rue à Washington, c'est bon. Mais ça va faire l'objet d'un véritable rapport. Donc, si tu fouilles dans les archives du FBI, tu vas trouver le compte-rendu de cet appel de la madame qui dit, voilà, j'ai eu un sans-abri chez moi, puis il me semble qu'il ressemblait à Adolf Hitler. Mais il y a tellement dû en avoir des signalements comme ça, là. Ben ouais, parce que c'est dès que quelqu'un, tu sais, tous les gens, c'est un peu la même, tu sais, tu te retrouves en présence, c'est des gens, là, tu sais, il faut se rappeler qu'en 1940-1945, on n'a pas des moyens on n'a pas des sources d'informations comme on en a aujourd'hui. Tu sais, bien sûr, il y a la radio, la télévision est même pas là encore, hein. Il faut falloir attendre quelques années encore avant que la télévision fasse vraiment son entrée dans les maisons. Je pensais que tu allais dire les gens à l'époque réfléchissaient pas plus qu'aujourd'hui. J'allais dire, t'as raison. Mais c'est ça, mais il y avait, c'est ça, les sources d'information étaient moindres, hein. On avait les journaux, on voyait bien sûr des photos d'Hitler. Quand on allait dans les cinémas, avant les projections ou entre les projections, on montrait des petits films, hein, qui duraient 2 ou 3 minutes, qui étaient des actualités. Donc c'est comme ça que les gens prenaient connaissance des actualités. Ils allaient là, puis là, juste avant que le film commence, on avait un 10 minutes je dirais un peu des caméos d'à peu près 35 secondes, 40 secondes qui disaient du côté de l'Allemagne, les forces de l'Axe ont fait ceci, ont fait cela, les Alliés sont là. On passait à une autre nouvelle, c'est Angleterre, la crise économique, tu comprends ça? Donc c'était vraiment des bulletins de nouvelles qui étaient diffusés comme ça dans les cinémas. Donc les gens avaient pas, tu sais, on n'avait pas Internet, on n'avait pas la télévision pour nous ramener au quotidien des images d'Hitler. Donc les gens, à partir du moment où on crée cette impression que Hitler a peut-être survécu, ben là, aux États-Unis, d'un coup, tu tombes sur un Allemand ou quelqu'un qui me parle avec un accent allemand, puis qui a une petite moustache, tu dis, c'est-tu Hitler? Tu sais, tu comprends? Avec là, il y a une espèce d'hystérie qui se développe, et là, tout Allemand qui a une petite moustache devient un Adolf Hitler en puissance, tu sais, donc c'est un peu ce qui va se passer. Donc, c'est un peu le corps même, comme on ne sait pas si Hitler est décédé, il y a cette traque qui est lancée, qui est proposée par Edgar Hoover, en disant ces hommes, colliger toute information concernant Hitler. Et puis, en 1947, une nouvelle couche va s'ajouter, c'est un certain Vladislav Szabo, qui est un immigrant hongrois qui vit en Argentine, qui va publier un ouvrage. Et c'est un ouvrage très important dans le mythe de la survie d'Hitler. C'est un ouvrage qui s'intitule « Hitler est toujours vivant ». Et dans cet ouvrage, Szabo écrit que quelques semaines, quelques mois après la chute de Berlin, il dit 2 sous-marins, des U-boats allemands, seraient arrivés et auraient accosté dans le port de Mar del Plata en Argentine.
Et que là, sur l'un de ces U-boats, le U-530, il transportait 2 passagers secrets, et ces passagers secrets étaient Eva Braun et Adolf Hitler. Et là, il raconte que, d'après des sources, évidemment, qu'il ne nomme pas, les sous-marins, les U-boats auraient quitté l'Allemagne, auraient été jusqu'en Antarctique, et de l'Antarctique auraient rejoint l'Argentine. Donc, et là, tu viens de voir les grands éléments du mythe qui viennent de se mettre en place. Hitler a survécu, l'idée qu'Hitler est passé par l'Antarctique, et là, il y a tout un fantasme de bases souterraines allemandes en Antarctique qui vont se développer. Et à partir de là, la machine à rumeurs se met en place, et dans les années qui vont suivre, le mythe de la survie d'Hitler va se répandre. Là, des gens vont dire, il aurait trouvé refuge en Argentine, il aurait trouvé refuge au Brésil, il aurait trouvé refuge en Antarctique, à Shambhala, une cité mystérieuse cachée au milieu des montagnes du Tibet, ou même sur la Lune. Plus récemment, là, des gens ont dit, il y avait des contacts avec les extraterrestres, puis les extraterrestres leur amenaient dans une base sur la face cachée de la Lune. Ça, c'est une autre gang, hein? Ouais, c'est ça. Donc, du grand à peu près n'importe quoi. Ouais. Il faut quand même se dire que là-dedans, il y a quand même le fond de réalité. C'est vrai que l'Amérique du Sud, il faut pas se le cacher, puis on comprend que ça peut alimenter plein de fantasmes. C'est vrai que l'Amérique du Sud, par les gouvernements qui étaient en place, on pense par exemple au gouvernement Perón, qui était en Argentine, ces gens-là étaient relativement favorables au régime nazi. Donc, après la chute du Reich, beaucoup d'anciens nazis ont trouvé refuge en Amérique du Sud et principalement en Argentine parce qu'on avait un gouvernement en place qui, sans dire qu'il encourageait ou qui aurait encouragé les chambres à gaz et les camps d'extermination, était plutôt d'une position assez fasciste et qui rejoignait quelque part une idéologie là, d'élitisme, comme le voyait un peu le voyait le Troisième Reich. Donc ces gens-là ont été relativement bien accueillis en Amérique du Sud et c'est vrai qu'on a retrouvé plusieurs nazis en fuite en Amérique du Sud, et je pense aux 2 plus importants, peut-être Adolf Eichmann avait été arrêté en 1960 par des gens du Mossad, donc les services de renseignement israéliens qui ont kidnappé littéralement Adolf Eichmann en Argentine pour le ramener en Israël où il a eu un procès, il a été condamné à mort. Et des années après, fin des années 70, on va apprendre que probablement un des nazis les plus recherchés à travers le monde, le docteur Joseph Mengele, alors qu'on croyait mettre la main dessus, on a appris en 1978, je crois, qu'il était décédé. On va apprendre au début des années 80 qu'il est décédé apparemment en 1978 après s'être noyé au Brésil sur une plage à Ambu sous un faux nom, le William Gerhardt, c'était un nom d'emprunt qu'il avait à l'époque. Et effectivement, les gens qui vont raconter ça vont conduire des équipes de médecins légistes sur la tombe de ce William Gerhardt. On va procéder à son exhumation, on va comparer son ADN. Il faut savoir qu'en Allemagne, la famille Mengele, pour situer les gens, c'était le docteur fou un peu du camp de concentration d'Auschwitz, le maniaque des jumeaux. Il espérait pouvoir augmenter la multiplication des bons Allemands ariens en Allemagne, de façon à ce que les femmes, au lieu d'accoucher d'un seul enfant, accoucheraient de 2 ou 3 enfants du coup. Et il était aussi fasciné par cette idée des jumeaux, le fait que deux personnes puissent partager le même code génétique. Donc il y avait une espèce de fascination, puis il a fait des expériences sur les enfants, les jumeaux en particulier, qui sont tout à fait abominables. Donc il a été recherché beaucoup, et mais en Allemagne, il faut savoir que la compagnie Mengele, c'est le nom également d'une compagnie très importante qui fait de l'outillage pour l'agriculture, des tracteurs et tout le reste. Et elle existe encore aujourd'hui. Et là, ce sont des descendants de la famille Mengele. C'est pas parce que tu avais un mouton noir dans la famille que tout le monde est du même acabit. Non, c'est ça, parce que tant qu'à ça, on va remonter dans nos arbres généalogiques aussi, puis on va en croiser des pas pires. Là, c'est ça. On a sûrement quelques-uns qui ont déraillé. Donc on est allé, on a pris
chez les Mengele en Allemagne. On a eu des prélèvements et on l'a comparé à l'ADN de cet homme, ce Wolfgang Gerhardt, qui était enterré, qui aurait peut-être été Joseph Mengele. Et effectivement, il y a eu une correspondance. Donc, ce William Gerhardt était bel et bien Joseph Mengele. Et comme plein d'autres nazis, il avait trouvé refuge en Amérique du Sud. Donc, cet élément-là, il repose sur un fond de vérité. Oui, l'Amérique du Sud a été une terre d'asile pour les Allemands en fuite, mais de prétendre qu'Adolf Hitler a trouvé refuge en Amérique du Sud, ça c'était autre chose. Donc bref, il y a plein de livres qui ont été écrits sur cette histoire-là. Et puis en 2015, Hunting Hitler, les dossiers déclassifiés, dont on a entendu la bande-annonce en début d'émission, qui a été présenté ici au Québec sur le réseau Historia. Hunting Hitler, comme je l'ai mentionné, ça a été diffusé pendant 3 saisons, de 2015 à 2018. Et Hunting Hitler a été produit par une maison de production qui s'appelle Cargo 7 Pictures, en collaboration avec History, le réseau History aux États-Unis, et ici au Québec, Historia, qui est un peu la station jumelle. Je le dis souvent, ce qui est triste dans ce type de truc-là, c'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on ne vous dit pas. OK. Et là, on va passer dans ce qu'on ne vous dit pas. Donc, quand on écoute la bande-annonce qu'on a entendu au début de l'émission, on entend la narratrice qui dit pour la première fois, la publication de documents top secrets du FBI remet sérieusement en question le suicide d'Hitler. La publication des documents secrets du FBI, sont là depuis 1971 et sont accessibles depuis 1971 et qui plus est, ces documents-là, c'est très souvent des rapports ça remet pas en question la mort d'Hitler, c'est simplement de rapporter des rumeurs, donc il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ensuite, on nous dit toujours dans la bande-annonce, découvrez comment une équipe d'experts traque la vérité sur le terrain. Une équipe d'experts qui traque la vérité, on peut se poser la question, quel genre, est-ce que c'est une équipe d'experts dans la réécriture de l'histoire? Puis quand ils traquent la vérité, laquelle vérité qu'ils traquent? Celle qui leur permet de faire de l'argent en nous entubant? Parce que la vérité n'est pas celle qu'ils nous présentent. La vérité est, et je vais te donner les éléments de la vérité qu'on nous a pas dit. Dans les premiers jours de mai 1945, les faits historiques, puis là on parle de faits historiques, pas de spéculation, là. Les archives du KGB de l'Armée rouge sont accessibles. Dans les premiers jours de mai 1945, les hommes de la Smerch, qui est le service de contre-espionnage soviétique, ont trouvé les restes d'Hitler et d'Eva Braun, qui étaient enterrés dans le jardin de la chancellerie. Une semaine après, les restes, qui étaient pratiquement très carbonisés, ont été transférés dans une clinique en banlieue de Berlin. Là, à ce moment-là, on a fait venir un dénommé Franz Eichmann, qui était l'orthodontiste d'Hitler, qui a identifié formellement Hitler. À cause de Hitler avait une mauvaise dentition. Il y avait notamment il s'était fait faire notamment un pont en or. Et on voyait dans les ossements, on voyait le fameux pont en question. Ensuite de ça, il y a Hugo Blanchet, qui était le dentiste d'Hitler, et son assistante, Kate Heiserman, qui ont été également appelés sur place, qui ont identifié formellement à partir de radiographie les restes d'Hitler et de Eva Braun. Les dépouilles ont été transférés à Magdebourg, qui était à l'époque il y avait une maison qui était la propriété de l'Armée rouge, où les corps ont été enterrés dans le jardin. Et puis en 1970, le président du KGB, Yauri Andropov, les a fait exhumer. Andrei Andropov, pour les gens qui suivent un peu l'actualité, il a été à un moment donné le président de la Russie. Des années après, il est devenu le premier secrétaire de la Russie, puis il était là en poste un court laps de temps, mais bref, c'est ce même Andrei Andropov qui a fait exhumer les corps de Braun et de Hitler. Les corps ont été déplacés et ont été détruits et les cendres ont été rejetées, ont été jetées dans la rivière Elbe. Et ce qui a resté de ces restes-là, c'est une partie de la mâchoire d'Adolf Hitler et peut-être un morceau de la boîte crânienne, mais dans le cas du morceau de la boîte crânienne, on est moins sûr, mais la mâchoire d'Hitler, ça ne fait aucun doute. Et tout ça a été transféré et ils sont aujourd'hui dans les archives du FSB, qui est le successeur du KGB. Ben voilà, Christian, merci. Non, c'est pas vrai. on vient de fermer le dossier. Le rendu là, il y a eu des identifications dentaires. Oui, mais tu vas comprendre qu'on s'est fait entuber. C'est ça que je veux que les gens se rendent compte. À quel point on a ri de vous.
Hein? Puis tu vas voir que c'est quand même épouvantable. C'est vrai que Staline, après la Deuxième Guerre mondiale, a gardé un peu secret le fait qu'on avait retrouvé Hitler et Eva Braun. C'est vrai qu'il n'en a pas informé non plus Georgi Zhukov, hein, ce militaire qui a pris en charge Berlin et qui a dit à la presse: on n'a apparemment pas trouvé le corps d'Adolf Hitler ni de Eva Braun. C'est vrai que Staline ne lui avait pas dit dans le but de garder secret cette information-là. Les raisons, comme je l'ai mentionné, c'est parce que, évidemment, Staline voulait utiliser cette histoire-là, cette information-là, pour diaboliser l'Occident. Ce qu'on ne vous dit pas là, dans la série Adolf Hitler, puis sortez votre crayon là, parce que vous allez voir qu'on s'est fait entuber puis dans le pas à peu près. Donc d'abord, dans l'émission Hunting Hitler, on ne nous parle pas du rapport de Hugh Trevor Roper, cet agent historien du MI5 qui a enquêté sur la mort d'Hitler, qui a interrogé plein de proches d'Hitler, qui ont confirmé qu'il était mort au bunker et qui a permis de retracer la chronologie des derniers jours d'Hitler au bunker. Donc ça, on nous éclipse ça. Certains diront, oui, mais un rapport n'est pas le fait qu'on a trouvé le corps d'Hitler. On n'a pas une preuve, disons, médico-légale. Elle arrive, puis elle n'est pas loin. En 1969, Lev Bezymensky, qui est un journaliste soviétique, publie un ouvrage qui s'intitule « La mort d'Hitler ». Bezymensky a obtenu, via des contacts qu'il avait au KGB, des photographies de la mâchoire d'Adolf Hitler, et ces photographies sont publiées dans son livre. On est en 1969, là. On a un livre entre les mains avec des photos de la mâchoire d'Adolf Hitler. Et là, on est 46 ans avant Hunting Hitler. Ouais. À partir de ces photos qui ont été publiées en 69, on va obtenir des radiographies après quand les forces alliées sont rentrées dans Berlin. Bien évidemment, on a retrouvé des documents aux archives et on a notamment des photographies de la tête d'Hitler qui ont été soit prises par son dentiste ou on avait des photos du côté des Américains, entre autres, on a des photos de la tête d'Hitler parce qu'il faut savoir qu'un an avant, il avait été victime d'une tentative d'assassinat. Il y avait une bombe qui avait sauté, puis il avait réussi à s'en tirer indemne. On avait photographié, son médecin avait pris de nombreuses photographies de sa tête pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fracture du crâne. Or, les Alliés ont trouvé ces photographies-là après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 1973, il y a deux scientifiques, les docteurs Ferdinand Strom de l'Université d'Oslo et Ryder Snoggies de l'Université de Californie, qui, à partir des photographies de la tête d'Adolf Hitler retrouvées chez son médecin, ont comparé les photos de ces radiographies-là avec les fameuses photos de la mâchoire d'Hitler publiées en 69. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait absolument aucun doute que la mâchoire qui avait les photographies de la mâchoire présentées étaient bel et bien celles d'Adolf Hitler. Elles correspondaient aux radiographies qu'on avait. Et là, à ce moment-là, faut-il le rappeler, on est en 1973, on est donc 42 ans avant Hunting Hitler. En 2000, le département d'État de Moscou a tenu une exposition sur le thème du Troisième Reich à Moscou. Et à l'occasion, il y a eu une exposition et dans cette exposition, il y avait notamment des photos de haute qualité de la mâchoire d'Adolf Hitler. À ce moment-là, il y a un groupe de scientifiques qui ont regardé ces photographies-là, les ont comparées à d'autres radiographies qu'on avait de la mâchoire, de la bouche, de la tête d'Adolf Hitler, et qui là aussi, encore une fois, sont venus confirmer que les photographies qui avaient d'abord été publiées en 1969 étaient bel et bien ceux d'Adolf Hitler. Et ça a fait l'objet d'une publication dans un journal scientifique qui s'appelle « The Proceedings of the European Millennium Meeting ». Ça a été publié à l'université de Leuven et le principal chercheur impliqué dans cette recherche-là est un certain Pierre Mitchell et qui détermine très clairement que c'est bel et bien les dents d'Hitler qu'on a puis qui ont été publiées en 1969. Mais pourquoi cet entêtement-là, Christian, après toutes les authentifications des photos? Ben, c'est là qu'on a un petit peu une difficulté. La même année, toujours en 2000, la CIA publie une étude qui va exactement dans le même sens, qui s'appelle Studies and Pathography, Adolf Hitler. Et là, faut-il le rappeler, on est 15 ans
avant Hunting Hitler. On ne lui dit pas ça dans le documentaire. 2014, le docteur Xavier Rio, un éminent membre de l'Académie nationale de chirurgie dentaire de France, publie dans les pages du Journal of Dental Problem and Solution, Dental Identification of Adolf Hitler et Eva Braun. Et cette étude repose sur de nouvelles photographies des simulations en 3D de la mâchoire d'Hitler versus les photographies, les rayons X que l'on a de sa tête, qui démontrent exactement ce que l'on dit depuis 1969, c'est que c'est bel et bien les dents d'Adolf Hitler. Et là, on est 1 an avant Hunting Hitler. 2018, une équipe de scientifiques dirigée par le docteur Philippe Charlier de l'Université Paris-Saclay sont invités par le FSB, le KGB, ils sont invités à Moscou pour pouvoir faire une nouvelle étude sur les dents d'Adolf Hitler. Là, ces gens-là n'ont pas entre les mains des photographies, ils ont les dents, ils ont accès aux dents. Là. On ouvre la petite boîte. D'ailleurs, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez voir, c'est étonnant de voir ça. Une petite boîte en carton, puis on ouvre ça, on est les dents d'Adolf Hitler. Donc, ces gens-là ont eu accès aux dents, littéralement, d'Adolf Hitler, et ils ont fait une étude publiée dans un journal scientifique qui s'appelle le Journal of Internal Medicine, et ça s'appelait le titre de l'article, c'est The Remain of Adolf Hitler, et encore une fois, ça démontre que c'est bel et bien les dents d'Adolf Hitler. Et là, on est 1 mois avant la diffusion d'un spécial de 2 heures de Hunting Hitler qui veut nous faire croire qu'Hitler est toujours vivant. En fait, tu te dis, mais tabarnouche, depuis, là, si on résume, là, depuis 1969, on a des preuves médico-légales irréfutables. Vraiment, là, irréfutables. Ouais. On n'est pas ici dans l'univers de la spéculation puis des hypothèses, là. Irréfutables que Hitler est mort au bunker. Et ces gens-là nous font une série de 3 ans où on court un peu partout en Amérique du Sud pour essayer de nous faire croire que Hitler aurait survécu. Ce qu'on ne nous dit pas non plus dans le documentaire, et ça me choque, là je sais, j'entends, puis je m'emporte. Quand tu regardes ce documentaire-là, jamais on te dit, là, pas une seule fois, je le sais, je l'ai regardé la série, pas une seule fois, on te dit que les fameux documents du FBI sur lesquels on s'appuie sont tous datés entre 1945 et 1956. Il n'y en a pas en 57, il n'y en a pas en 58, puis il n'y en a pas dans les années qui suivent. Pourquoi? Parce qu'en 1956, il y a eu du côté de l'Allemagne, par les forces alliées, une nouvelle enquête qui a duré 3 ans, qui a débuté en 1953, qui a duré 3 ans. Et en 1956, les conclusions étaient inattaquables. Hitler est mort au bunker. Qu'est-ce qu'a fait Edgar Hoover aux États-Unis? Il a envoyé un message à tous ses agents sur le terrain qui ont dit, vous savez, là, les rumeurs sur Adolf Hitler, là, c'est plus nécessaire d'en prendre note. Hitler est mort. C'est pourquoi tous les documents du FBI, sans exception, cessent en 1956. Ça, dans la série, on te le dit pas. Jamais. Non, parce qu'ils ont été récemment déclassifiés. Ouais. Là, j'allais dire, je me laissais emporter, j'allais dire un gros mot. Oh! Donc, c'est ça. Donc, depuis 69 pour la publication des photographies et une première véritable analyse scientifique, médico-légale qui montre que la mâchoire en question est celle d'Hitler, ça remonte à 1973. Il n'y a aucun doute qu'Hitler est mort au bunker. Et là, quelque part, je te dirais que quand j'ai regardé cette série-là, je l'ai trouvé, et là je parle en mon nom personnel, je l'ai trouvé même pire que des séries comme Nos ancêtres les extraterrestres. Ou Oak Island. Ou Oak Island. Pourquoi? Ça veut dire et je vais t'expliquer pourquoi. Ta bête noire, là, c'est encore Oui, parce pire. que dans le cas de Nos ancêtres les extraterrestres ou Oak Island, on peut se dire que ces gens-là capitalisent minimalement sur un mystère. Tu sais, peut-être que, tu sais, il y a une histoire qui tourne autour d'Oak Island à propos d'un trésor. C'est vrai que cette histoire-là existe depuis 200 ans. Donc, on a minimalement un mystère. Dans le cas de Nos ancêtres, les extraterrestres, on n'a pas toutes les explications, hein. Les archéologues, les historiens n'ont pas toutes les explications. C'est vrai qu'il y a encore des mystères. C'est vrai que quand on regarde des peintures rupestres, on voit parfois des bonhommes qui ont des allures étranges, puis on ne sait pas trop ce que ça représente. Qu'est-ce que ça voulait dire dans la tête des artistes, ce genre de bonhomme-là? Bon, évidemment, pour les archéologues ou les paléontologues, ils vont dire, voilà, ces bonhommes-là, c'est des dessins qui remontent à l'époque préhistorique, c'était des représentations de Dieu. Bon, si toi tu veux croire que c'était des représentations
des représentations d'extraterrestres libres à toi, tu comprends? Donc, minimalement, là, quelque part, si tu grattes un petit peu, tu dis, ben, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit mystère. Dans le cas d'Adolf Hitler, il n'y a pas de petit mystère, il n'y en a pas. Ouais. Il y en a zéro. Il a fallu les inventer pour nous entuber. Et c'est ça que je trouve complètement monstrueux de faire ça. Et je me pose la question, et je pose la question également aux auditeurs, est-ce que des réseaux comme Historia ou d'autres réseaux, là, je prends celui-là parce que c'est lui qui a diffusé à la recherche d'Adolf Hitler, est-ce que le fait de présenter en début d'émission un panneau, un avertissement qui nous dit « Les opinions exprimées dans cette émission ne sont pas le reflet des opinions du diffuseur », est-ce que ça donne le droit moralement au diffuseur de me fourrer, de rire de moi, de m'entuber, de me prendre pour un imbécile? Tu sais, je me demande comment les gens qui sont à la programmation de cette émission-là doivent se sentir. Est-ce que ces gens-là sont à ce point dénués de sens moral? Donc, c'est pas grave. C'est nos auditeurs. Ces gens-là payent pour être abonnés à notre canal. On va les fourrer, on va les crosser, on va leur raconter des maudites menteries. Pour le divertissement. Pour le divertissement. J'avoue que, personnellement, je trouve ça inquiétant, cette tangente-là que certains réseaux de télévision prennent pour essayer de mieux nous entuber. Dans le cas d'Adolf Hitler, c'est littéralement une invention de A à Z. C'est même plus bas, hein, au risque d'insister, c'est même plus bas que nos ancêtres les extraterrestres. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire demain? On va nous faire une série pour essayer de nous faire croire que Michael Jackson est toujours vivant, puis on va courir après Michael. C'était dans les conspirations. Elvis aussi. Elvis, Michael Jackson, qui sont sur la même île avec James Dean et Marilyn Monroe, bien sûr. Tu comprends? Ici, là, ce qui est choquant, c'est que les réseaux de télévision nous prennent, ils exploitent, en fait, ils sont, en théorie, tu dis, on nous présente un documentaire, le documentaire a pour objectif de nous renseigner, de nous informer. Or, ici, c'est pas ça qu'on fait. On exploite notre ignorance. On nous renseigne pas. On nous compte des bobards en exploitant l'ignorance. Parce que les gens qui regardent l'émission à la télé, devant leur télévision, sont pas tous des gens qui sont des spécialistes de l'histoire, qui connaissent la Seconde Guerre mondiale, etc. en détail, qui connaissent tous les détails que je t'ai donnés, les analyses médico-légales qui ont été faites sur la mâchoire. Beaucoup de ces gens-là n'ont qu'une vague idée de ce que l'on a raconté à propos d'Hitler, son suicide au bunker, puis des rumeurs qui ont circulé. Donc, on présente une émission de même, on cache de l'information pour mieux donner de la viande autour de l'os pour que les gens nous suivent dans notre démarche, mais une démarche qui est tout à fait faussée. Là. Dès le départ, là, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Et là, on amène les gens semaine après semaine dans des quêtes de recherche d'Adolf Hitler en le faisant croire n'importe quoi. Le temps nous manque, mais je te pose la question rapidement, Christian. Oui. La plupart des survivants de la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, la vie fait en sorte qu'on vieillit. Là. Ouais. Mais sur qui on devrait concentrer ses efforts? Y en a-tu encore des survivants autres qu'Hitler qu'on pourrait peut-être retrouver? Tu sais, toi tu parles de criminels nazis. Ouais, dans la gang des méchants, c'est une balle courbe un peu. Je pense que actuellement, là, encore récemment, on a condamné à quelques mois de prison un ancien, je me rappelle pas trop si c'est un capot. Les capots, c'était souvent des gens de la nation en question, là, comme par exemple en Pologne, des gens qui collaboraient avec les nazis. Là. Okay. Donc je pense qu'on a condamné récemment un monsieur qui était âgé de 97 ans. On l'a condamné à 2 ans de prison, là. Mais je pense effectivement que, en tout cas, une chose est certaine, les grands noms de cette garde rapprochée autour d'Adolf Hitler, ces gens-là ont tous disparu. D'accord. Mais tu sais, je me pose la question, quand est-ce qu'on va avoir droit à une émission qui est basée sur des faits vérifiés, vérifiables? Tu sais, tu te dis, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on vit réellement? Je pose la question, puis on va se laisser là-dessus, mais je la pose également aux auditeurs. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où on réécrit l'histoire à tout bout de champ pour mieux nous entuber, tu sais?
Voilà, c'est ma question. J'ai pas la réponse. Je laisse les gens libres à eux de répondre à cette question-là. Mais moi, je l'avoue, je me sens outré de ça. Quand je vois des trucs comme ça, je suis outré. Puis je pense que ça se sent dans ma voix quand j'en parle aussi. Oui. Je trouve ça épouvantable qu'on puisse prendre les gens pour des imbéciles de même, puis on leur raconte n'importe quoi, tu sais. Ben, heureusement, ici, on parle aux amoureux de la vérité à chaque soir, puis j'ai adoré notre épisode de ce soir. Je viens de te dire que à l'université, moi, quand j'ai appris le journalisme, ça a bien changé depuis, mais il y a comme une espèce de règle d'or, le serment d'Hippocrate des journalistes. Oui. C'était le public a le droit à une information de qualité, impartiale et complète. Voilà. C'était ce principe-là. Et malheureusement, on a de moins en moins de ça. Au nom du divertissement, on se permet de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Bonne soirée, Christian. Un gros merci. Bonne soirée, on se reparle demain. La dernière demain, effectivement. Ouais, ça marche. Ciao. Bye. Radio X-Files. Radio X. Moreau en jase. Moi, je trouve les gens tellement hypocrites. Ah non, c'est dépassé les bagarres. Ben non, oui. C'est sauvage. Ça. Ah, ça doit être à cause de ça qu'à chaque fois qu'il y a une bagarre au Centre Bell, vous êtes debout pour taper dans des vitrines. Arrêtez, là, c'est pas vrai. Ouais, non. Les gens sont hypocrites. Moreau en jase. Lundi au vendredi, 10h. Radio X. Présenté par Planet X. Vous méritez des soirées signées Planet X. Amour, plaisir, fantaisie, découverte. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X. 6 boutiques pour vous servir. monplanetx.com. Pour la Saint-Valentin, offrez-vous un repas romantique grâce au bar